Si je vous dis pirate, vous me répondrez certainement Jack Sparrow, Capitaine Crochet ou Tipiak. Mais non, notre sujet du jour répond au nom bien français de Jean Lafitte. Assez méconnu dans son pays d'origine, ce flibustier jouit pourtant d'une très grande notoriété aux États-Unis. De nombreuses rues et avenues du sud du pays portent ainsi son nom et sa légende a longtemps influencé la littérature et le cinéma. Pour découvrir l'incroyable histoire de ce pirate qui a sauvé le pays de l'oncle Sam, entamons un voyage dans le temps au sud-ouest de la France du XVIIe siècle. Ce qui fait la légende de Jean Lafitte sont les nombreuses énigmes qui émaillent son existence. Sa date de naissance exacte n'est même pas connue. Ce qui est communément admis, c'est que Jean Lafitte est originaire de Biarritz ou de Bordeaux, où il serait né entre 1770 et 1780. Son enfance et son adolescence nous sont peu connues, mais nous retrouvons sa trace à partir de 1804, où Lafitte est capitaine du navire la Sœur Chérie. Peu après l'échec de l'expédition de Saint-Domingue, il est alors lieutenant dans l'armée française. Visiblement attiré par les Caraïbes et toutes ses richesses, Jean Lafitte décide de rester dans la région tout en tournant de plus en plus son regard vers les États-Unis. En 1803, Napoléon Bonaparte outrepasse l'Assemblée nationale pour vendre la Louisiane aux États-Unis. Ce territoire était bien plus grand que l'État du même nom et recouvrait 23% de la superficie actuelle des États-Unis. Apparemment plus doué dans la guerre que dans les affaires, Bonaparte vend ses terres pour seulement 256 millions de dollars d'aujourd'hui, même si la légalité de cette cession est remise en cause. En effet, comme le raconte l'historien Henry Adams, la vente de la Louisiane aux États-Unis était invalide. Il s'agissait d'un bien français et Bonaparte ne pouvait pas l'aliéner sans l'assentiment de l'Assemblée nationale. Retournons donc sous la chaleur des Caraïbes, où Jean Lafitte et son frère Pierre profitent de l'instabilité locale pour s'engager dans la contrebande et la flibuste. Les deux Français opèrent alors au sud des États-Unis dans la baie de Barataria, qu'ils considèrent comme un royaume indépendant. C'est ainsi que Jean Lafitte et son armée de pirates sans foi ni loi se lancent dans la vente d'esclaves de Saint-Domingue. Se sentant à l'étroit dans les Caraïbes, Lafitte et sa troupe décident alors de poser pied en Louisiane et s'installent définitivement à Barataria, dans les îles côtières de la Louisiane vendues par Napoléon aux Américains. Ce territoire étant en plein flou institutionnel et juridique, Lafitte en profite pour développer une économie parallèle et se constituer une véritable fortune. L'importation d'esclaves étant interdite en 1807 par le Congrès américain, les prix montent justement plus vite que l'éclair. À travers le bayou et l'humidité du sud des États-Unis, Lafitte fonde donc son empire sur le trafic d'esclaves clandestins et commence même à gagner une notoriété certaine parmi les riches propriétaires des plantations. Barataria étant un territoire difficile d'accès et divisé en plusieurs îlots, cette situation est idéale pour le flibustier qui y dissimule ses navires et ses esclaves de contrebande. Le peu de sources sur Jean Lafitte nous raconte qu'il était un homme vif, ingénieux, adepte de l'alcool, des jeux de hasard et des femmes. Un pirate dans toute sa splendeur. Alors certes, jusqu'à là, l'aventure de Lafitte ne semble pas bien différente des autres histoires de pirates dont l'art est si friand. Mais accrochez-vous bien, car Lafitte était à deux doigts d'écrire sa légende comme peu de flibustiers avant lui. En 1812, le Royaume-Uni entre en guerre contre les États-Unis, dont la marine est bien plus faible comparée à son ancien colonisateur. Lafitte, possédant une flotte d'envergure et de nombreux canons volés, les Anglais lui demandent alors de joindre ses forces aux leurs. Mais il leur fait faux bond et décide au contraire de se ranger aux côtés du général Andrew Jackson, futur président des États-Unis. Avec ses bases arrières, Lafitte possède en effet une situation privilégiée et en profite pour avertir les Américains d'une attaque imminente des Anglais. En échange de son aide précieuse, il demande à Jackson de lui offrir un pardon total pour ses actes ainsi que ceux de ses hommes. D'abord réticent à s'allier avec un criminel sanguinaire, l'Américain accepte finalement cet arrangement et il ne le regrettera pas. Les nombreux canons volés par Lafitte aux Espagnols fournissent une puissante force de frappe aux Américains qui tue près de 2000 Britanniques à la bataille de la Nouvelle-Orléans. Cette victoire permet à Jean Lafitte de gagner en notoriété, ainsi que le pardon promis pour ses actes répréhensibles. Revers de la médaille, le fictif royaume de Barataria n'est désormais plus, et les États-Unis possèdent l'entier contrôle du territoire. Peu importe, avec ses vaisseaux armés jusqu'aux dents et son imposante fortune,
Lafitte et son frère Pierre décident de s'installer au Texas et fondent le port de Galveston en 1817. Une gazette locale décrit Jean Lafitte en ces mots. Un homme qui depuis des années s'est rendu célèbre pour ses actes de guerre. On dit de lui qu'il a réussi à capturer des centaines de navires de toutes les nations en exécutant leur équipage sans pitié. Avoir mauvaise réputation, Lafitte n'en a que faire, car son but est bien de s'enrichir sans limite. C'est donc du Texas qu'il menait des informations secrètes au service de l'Espagne, mais aussi qu'il continue son fructueux trafic d'esclaves. Il voyage continuellement entre Galveston et la Nouvelle-Orléans, où la population française locale le considère comme un héros. Le pirate a d'ailleurs l'habitude de réunir ses amis en plein centre du quartier français, dans la fameuse rue Bourbon. Son café favori porte aujourd'hui le nom de Lafitte's Blacksmith Shop Bar. Ce lieu reste le même depuis sa construction entre 1722 et 1732, malgré une récente rénovation bien méritée. Malheureusement pour Lafitte, le Congrès des États-Unis se montre de plus en plus sévère sur la contrebande d'esclaves et vote en 1820 une loi qui punit ce crime par la pendaison. C'est alors que Jean Lafitte disparaît aussi mystérieusement qu'il est arrivé. Les théories sont nombreuses, et s'il est attesté que Pierre meurt au Mexique en 1821, le destin de Jean, lui, est bien plus méconnu. Il est généralement admis qu'il serait mort en 1823 ou en 1826 au cours d'une bataille contre les Espagnols. Mais tout cela n'est qu'une hypothèse, car d'autres sources citent qu'il s'est évadé d'une prison cubaine en 1822. Pour d'autres, Lafitte serait mort en Aquitaine où il avait acheté un château aujourd'hui détruit. Un historien a même affirmé que Lafitte était à deux doigts d'aller délivrer Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène avec 10 de ses navires avant de renoncer à un tel projet. En 1948, un employé de chemin de fer américain prétend être l'un des descendants de Lafitte et affirme même posséder son journal de bord dont l'authenticité est remise en doute jusqu'à aujourd'hui. Ce dit journal dévoile pourtant des informations assez inédites sur le Français, qui serait le descendant d'une famille juive espagnole. Il raconte également que le pirate aurait habité dans plusieurs États américains avant de décéder en 1840 dans le Missouri. Mais si rien ne permet d'affirmer que ce document soit une contrefaçon, rien ne prouve non plus qu'il soit authentique. C'est donc ainsi que s'est créé le mythe des frères Lafitte qui auraient amassé une immense fortune en Amérique. Tombés ensuite en disgrâce à cause du Congrès, beaucoup croient que les flibustiers ont enfui leur butin quelque part dans un bayou lugubre. Jusqu'à aujourd'hui, des aventuriers recherchent le trésor des Lafitte dans la région où ils ont exercé leurs actes criminels. La vie du pirate, parsemée de mythes et d'énigmes, est depuis restée gravée dans la culture populaire du sud des États-Unis. Les légendes urbaines sont nombreuses à son sujet, certaines affirmant même que les propriétaires de compagnies pétrolières texanes seraient des descendants du Français. À travers son aide ô combien précieuse fournie à l'armée américaine, vous comprenez mieux maintenant pourquoi Jean Lafitte a offert son nom à de nombreuses rues, avenues et même parcs nationaux américains. Si les soldats d'Andrew Jackson avaient perdu la bataille de la Nouvelle-Orléans, les Anglais auraient pu reprendre possession d'une grande partie du territoire actuel américain. La dite bataille est d'ailleurs souvent considérée comme l'un des événements marquants de l'histoire du pays et eut un impact symbolique important pour les États-Unis. La victoire fut ainsi célébrée comme une fête nationale pendant de nombreuses années et continue d'être commémorée dans le sud de la Louisiane. Ici haut, chers abonnés, nous espérons que ce numéro vous aura passionné. Et si l'appel de l'aventure se fait ressentir, libre à vous d'aller à la recherche du trésor caché de Jean Lafitte, le pirate français qui a sauvé l'Amérique.